Alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage en Europe, un escadron de pilotes américains, désireux de se battre pour leur pays, menait également un combat contre leurs oppressions. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des aviateurs de Tuskegee, ou les Red Tails, le seul escadron de chasse noir des forces américaines. Nous sommes en 1917. Les États-Unis sont entrés dans la Première Guerre mondiale et malgré la ségrégation dans le pays, un nombre très important d'Afro-Américains se portent volontaires pour combattre l'ennemi. Incorporer des gens de couleur dans l'armée, comme on dit à l'époque, n'est pas tout à fait nouveau. Les États-Unis ont besoin de soldats. Les associations de défense des droits des Afro-Américains militent pour favoriser leur intégration dans l'armée. Servir leur pays peut en effet démontrer que leur couleur de peau ne fait pas d'eux des personnes inférieures, et ainsi ils espèrent changer, en bien, la société américaine et mettre fin à la ségrégation. Des régiments spéciaux sont alors créés, mais il est interdit pour un noir de donner un ordre à un blanc. Les soldats noirs doivent donc rester à des grades inférieurs et sont chapeautés par des officiers blancs. Même si, comme leurs homologues blancs, les soldats noirs se battent pour leur pays, la vie de tous les jours n'est pas facile, que ce soit dans les camps d'entraînement ou sur le terrain. Dans beaucoup de cas, les officiers blancs refusent de les saluer, refusent qu'ils accèdent au baraquement et les font dormir dans des tentes à l'extérieur. Ils doivent manger en dehors des cantines et sur le front, ils sont principalement dévoués aux tâches de transport de troupes et de matériel, la neutralisation de munitions non explosées et l'enterrement de cadavres. Des unités afro-américaines combattantes sont affectées dans des régiments français pour leur prêter main forte, et s'avèrent particulièrement efficaces, puisqu'au sortir de la Première Guerre mondiale, ils recevront 550 médailles de guerre françaises, dont 180 croix de guerre. Armés et équipés par l'armée française, leur plus grand exploit est d'avoir tenu une ligne de front durant 191 jours, sans perdre un seul mètre de terrain, tout en capturant des soldats ennemis. Ils paient cependant un lourd tribut, perdant 35% de leurs effectifs. Mais d'autres unités ont encore moins de chance. La 92e division, mal équipée, peu entraînée, manquant de tout, subit des pertes énormes. Leur hiérarchie, profondément raciste, utilise leurs échecs successifs pour donner une mauvaise image des soldats noirs auprès de l'état-major et du grand public. Le rêve pieux de reconnaissance des mérites de ces hommes ne se réalise donc pas, et c'est plutôt le contraire qui se produit puisqu'à la fin de la guerre, les Afro-Américains sont toujours vus comme des êtres inférieurs aux Blancs. Quelques années plus tard, avant l'entrée en guerre des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine n'a de nouveau pas le choix. Elle se doit de maintenir des Afro-Américains dans ses rangs par souci d'effectifs. Toujours affectés à des tâches subalternes comme la logistique, il n'est toujours pas question de les incorporer à quelconque unité de combat. La National Association for Advancement of the Colored People monte alors au créneau et fait pression sur le gouvernement, toujours dans l'optique de prouver que les Afro-Américains ne méritent pas la ségrégation qu'ils subissent. Nous sommes alors en 1936 et Benjamin Davis Sr. est diplômé de West Point et 4 ans plus tard, en 1940, il est promu brigadier général, une première pour un Afro-Américain dans l'histoire. D'autres officiers noirs sortent de West Point dans les années qui suivent, dont son fils, Benjamin Davis Jr.
Mais à ce moment-là, il n'est toujours pas question de faire d'eux des pilotes, car cela forcerait des hommes blancs à être sous les ordres d'officiers noirs, ce qui est inconcevable socialement à l'époque. Mais devant la pression sociale et aussi le besoin des armées, le président Roosevelt et le Congrès autorisent la formation au vol d'Afro-Américains, à condition que cela se fasse à leurs frais dans des universités réservées aux Noirs. Un premier pas important, mais sans promesse qu'ils seront un jour incorporés comme pilotes militaires. Pourtant, des Afro-Américains ont déjà prouvé leurs compétences de pilote. On peut parler de Bessie Coleman, première aviatrice noire de l'histoire, qui a dû émigrer des États-Unis et se rendre en France pour pouvoir suivre des leçons de pilotage dans les années 20. Une fois son brevet de pilote international en poche, elle retourne ensuite aux États-Unis où elle se produira dans des spectacles aériens qui finiront malheureusement par lui coûter la vie. Son exemple inspirera néanmoins William Powell, qui, après avoir obtenu son brevet en France également, essaiera de démocratiser l'aviation afro-américaine aux États-Unis dans les années 30. Pour ce qui est de l'aviation militaire, Eugene Bullard, fils d'esclaves américains, a lui aussi dû se rendre en France et s'engager dans l'armée française durant la Première Guerre mondiale, d'abord en tant que soldat de l'infanterie, avant de finalement accéder à la chasse, où il abat au moins un avion ennemi. Avec Ahmet Ali Selikten, il se partage le titre de premier pilote de chasse noir de l'histoire. Malgré le palmarès d'Eugene Bullard dans l'armée française et sa nationalité américaine, les forces armées des États-Unis ne l'intégreront jamais dans ses rangs. Ses exploits ne seront reconnus par son pays natal que dans les années 90, plus de 30 ans après sa mort. Enfin, Benjamin Davis Jr., fils du brigadier général du même nom, entre à l'école d'officiers de West Point en 1932. Seul cadet noir de sa promotion et durant les 4 années de sa formation, il est purement et simplement ignoré par ses camarades, comme s'il n'existait tout simplement pas. On ne lui parle pas, on ne le salue pas, il est totalement exclu du groupe, simplement à cause de sa couleur de peau. Malgré ce traitement indigne, il sort 35e de sa promotion de 276 cadets. Sortant de West Point en tant qu'officier de l'armée américaine et déjà familiarisé à l'aviation, il ne peut cependant pas, à l'époque, accéder à un escadron de chasse à cause de la ségrégation. Autant dire que les futurs aviateurs de Tuskegee, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, n'ont pas fini de se battre pour avoir le droit de servir leur pays dignement. Nous sommes au début de l'année 1941. Les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre et pour le moment, ils se considèrent comme neutres. Malgré cela, l'augmentation des combats en Europe les pousse à se préparer à un éventuel engagement. De nouveaux escadrons de forces aériennes se créent et les recrutements s'intensifient. Sous la pression des associations afro-américaines, l'administration et le ministère de la Guerre décident de lancer une expérience au sein des forces aériennes de l'armée en créant le 99e escadron de poursuite qui sera composé exclusivement de pilotes et de personnel au sol noirs, mais encadré dans un premier temps par des officiers blancs, et possiblement des officiers noirs par la suite. L'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur, ou NAACP, reçoit très mal cette initiative. Même si l'armée fait un pas en avant en acceptant des pilotes noirs, l'association regrette que ce soit un escadron à l'écart des pilotes blancs, ce qui constitue en cela une continuité de la ségrégation. Malgré ces objections, l'expérience est confirmée et s'établira à l'université de Tuskegee avec son terrain voisin de Kennedy Field, près de Montgomery, en Alabama. Une fois formés, les 35 pilotes sélectionnés rejoindront le 99e escadron de poursuite à Chanot Field, dans l'Illinois. L'université de Tuskegee, bien que située dans un état du Sud dont la population est très virulente envers les Noirs, est une institution déjà célèbre pour son programme d'aviation civile pour Afro-Américains. Le choix s'avère donc assez évident. Et en attendant que la sélection et les entraînements démarrent, Eleanor Roosevelt, la femme du président, se rend à Tuskegee. La première dame est un fervent soutien de la cause noire aux États-Unis. En 1938, alors qu'elle assiste à une conférence à Birmingham, en Alabama, elle refuse de suivre les lois de la ségrégation qui séparent l'auditorium en deux, avec un côté pour les blancs et un autre pour les noirs. Elle s'assoit dans l'allée après avoir tenté en vain de s'asseoir du côté réservé aux personnes de couleur. Et le 29 mars 1941, après avoir visité l'université de Tuskegee, la voilà sur le Kennedy Field. Elle demande à Charles Chief Anderson, pilote noir, s'il pourrait lui faire un vol. Le Secret Service tente de l'en dissuader, elle résiste,
au point qu'ils appellent le président, qui leur répond Eh bien, si elle veut vraiment le faire, croyez-moi, il n'y a absolument rien qu'on puisse faire pour l'en empêcher. Elle embarque donc dans un J-3 Cub piloté par Chief, et ils font un petit vol d'une demi-heure dans les cieux de l'Alabama avant de se poser en douceur sur le terrain. Évidemment, ce vol en présence de la presse était l'occasion pour Eleanor Roosevelt de montrer au peuple américain que non seulement les Noirs savent piloter, mais qu'en plus, les Blancs peuvent leur faire confiance. Malheureusement, pour une grande partie de l'opinion publique, et en particulier les suprémacistes blancs, ce vol est une preuve de plus que la première dame est, je cite, une adoratrice de nègres. Autant dire que, pour l'époque, Eleanor Roosevelt met son image en jeu pour la cause de l'égalité contre la ségrégation. Et malheureusement, comme on le sait tous, la situation des Afro-Américains dans leur pays est encore très loin, en 1941, de s'améliorer. En attendant la fin de la construction de leur terrain d'entraînement dédié à Motton Field, les 13 premiers cadets débutent leur formation à l'université de Tuskegee en juin 1941. Leur formation est rude, mais tout autant que celle des futurs pilotes blancs. Les instructeurs exigent un investissement maximum et une rigueur extrême en vol, mais pas par racisme, mais plutôt pour s'assurer de les former au mieux. Au sol, en revanche, c'est une autre histoire. Les baraquements pour personnes de couleur n'étant pas encore finis de construire, les cadets sont forcés de dormir dans des tentes, alors que leurs homologues blancs ont déjà leur propre baraquement. Les cadets sont tenus à l'écart le plus possible de la population civile blanche pour éviter tout incident. Et à la mi-août 1941, la 99e escadre prend forme. En septembre, le capitaine Davis Jr. est le premier pilote de chasse afro-américain à effectuer un vol en solo. Et en décembre, l'escadron et son personnel au sol finissent par s'établir au tout nouveau Tuskegee Army Airfield, sous le commandement temporaire d'Alonzo Ward, un blanc. Évidemment, à terme, on pense déjà nommer Benjamin Davis Jr. à la tête de la 99e, mais pour le moment, Ward prend ses fonctions le 6 décembre 1941. Le lendemain de cette prise de fonction, les forces japonaises attaquent la base américaine de Pearl Harbor sur l'archipel d'Hawaï. Le président Roosevelt annonce l'entrée en guerre des États-Unis. Moins d'un mois plus tard, on décide de renforcer les effectifs des pilotes afro-américains en créant le 100e escadron de poursuite. En mai 1942, alors que l'Army Air Corps a été renommé Army Air Forces, les escadrons de poursuite changent de nom. Désormais, les aviateurs de Tuskegee font partie des 99e et 100e escadrons de chasse. À partir du 1er juin 1942, George Roberts succède à Alonzo Ward et devient le premier commandant afro-américain d'une unité aérienne, en l'occurrence la 99e. Les deux escadrons forment alors le 332e groupe de chasse de l'armée américaine. Ils ne sont pas encore opérationnels, mais les choses commencent à bien s'organiser et en fin août, Benjamin Davis Jr., passé lieutenant-colonel, prend la tête du 99e. On élargit encore le nombre d'escadrons au cours de l'année 42, avec la création des 301e et 302e escadrons de chasse. À la fin de l'année, le 332e groupe de chasse comprend alors 4 escadrons de chasse, appuyés au sol par plusieurs compagnies de mécaniciens, de logistique et de transport, toutes composées exclusivement d'Afro-Américains. La 99e en particulier est fin prête au combat et attend d'être assignée pour combattre en Europe et en Afrique. À la base, il était prévu d'envoyer l'escadron au Liberia pour la défendre, mais la situation sur place s'étant stabilisée, leur déploiement est annulé. L'escadron et ses pilotes entrent alors dans une phase d'attente et ont hâte d'aller en découdre. En avril 1943, la 99e reçoit l'ordre de se déployer en Afrique du Nord. Les pilotes quittent le continent américain et s'établissent au Maroc, intégrant le 33e Fighter Group, doté de P-40. Leur escadron se trouve alors aux côtés d'escadrons blancs, mais aussi de forces françaises libres. Les Français sont très accueillants envers les pilotes de la 99e, notamment la célèbre Joséphine Baker, qui a fui le racisme aux États-Unis pour lancer sa carrière de music-hall en France dans les années 30, et qui fait désormais partie de la résistance. Puis en mai, ils sont affectés sur la base de Farjoun, en Tunisie. Cette ancienne base de la Luftwaffe a un intérêt stratégique énorme car elle est située sur le cap Bon, au nord-est du pays, et à quelques encablures de la Sicile, où les Alliés prévoient de débarquer prochainement. La base, encore pleine d'épaves d'avions allemands détruits, doit être nettoyée par les hommes et la piste réhabilitée.
Mais c'est bien de cette base que les hommes de Tuskegee vont faire leur baptême du feu. Leur première mission, l'opération Corkscrew, consiste à bombarder les positions allemandes sur la petite île de Pantelleria, fortement fortifiée et protégeant la Sicile de toute tentative d'invasion. La 99e effectue 2 attaques par jour en moyenne, et pour cause, cette île doit être prise si les Alliés veulent débarquer en Sicile. Les P-40, en revanche, ne sont pas des bombardiers. Armés d'une seule bombe, ces chasseurs ne peuvent bombarder une position qu'en piquant dessus. Depuis l'altitude de départ de 10 000 pieds, ils plongent sur leur cible jusqu'à l'altitude de 3 000 pieds, au milieu des tirs intenses des canons antiaériens allemands, et lâchent leur unique munition avant de redresser et rentrer à la base. Ce type de mission n'est cependant pas ce pourquoi les pilotes de la 99e se sont engagés. Ce qu'ils attendent le plus impatiemment, c'est d'en découdre avec la chasse allemande. Occasionnellement, les Tuskegee escortent des bombardiers B-17 et B-24 pour pilonner Pantelleria, mais aucun avion allemand ne pointe le bout de son nez. Du moins jusqu'au 9 juin 1943. Ce jour-là, les pilotes de la 99e ont pour ordre d'escorter des bombardiers A-20 Hawk jusqu'à Pantelleria. Les ordres sont clairs. Les pilotes d'escorte doivent protéger les bombardiers. En cas de rencontre avec la Luftwaffe, ils doivent absolument rester avec les A-20 pour les protéger et n'engager le combat qu'en cas d'absolue nécessité. Mais juste après le largage des bombes, et alors que les bombardiers et leur escorte font route vers la base, 4 Messerschmitt Bf-109 apparaissent. Au lieu de rester auprès des bombardiers, 5 des 13 P-40 d'escorte rompent la formation pour poursuivre les avions allemands, en dépit des règles d'engagement qu'ils se doivent de suivre. Au final, ni les Allemands ni les Américains ne subiront de pertes, et tous les avions des deux camps rentreront à la base sans dommages. Mais ce non-respect d'une règle si importante n'aide pas à améliorer l'image de la 99e. Le lendemain, d'autres avions allemands tentent d'attaquer des B-25 américains escortés par des P-40 de la 99e et d'un autre escadron. Cette fois, les avions d'escorte restent près des bombardiers, et quand les 10 avions allemands tentent d'attaquer à 2 reprises, ce sont des Spitfire britanniques qui s'occupent de leur cas. Cette fois, la 99e a respecté les règles en restant près des bombardiers. Et dans les jours qui suivent, d'autres rencontres avec la Luftwaffe se produisent. À chaque fois, les pilotes de la Tuskegee protègent les bombardiers, arrivant même à endommager certains avions ennemis, et se faisant endommager eux-mêmes par les tirs allemands. Pour le moment, aucun Allemand n'a abattu de pilote de la 99e, et l'inverse ne s'est pas produit non plus. Finalement, les Allemands de Pantelleria se rendent le 11 juin, et l'excellent travail de la 99e reçoit les félicitations des plus hautes instances de l'armée américaine. Mais le combat n'est pas terminé pour autant, car ce n'est que le début de l'invasion de la Sicile. Le 2 juillet 1943, 12 P-40 des Tuskegee s'élancent pour escorter 12 B-25 afin de bombarder la Sicile. À l'approche de leur cible, plusieurs avions allemands engagent le combat. Les P-40 répliquent et protègent efficacement les bombardiers. Les bombes sont larguées comme prévu, et malgré quelques dégâts, aucun avion ne manque à l'appel. Puis sur le chemin du retour, la Luftwaffe lance un nouvel assaut. Les P-40 restent auprès des bombardiers tout en engageant le combat. C'est alors que Charles Hall touche un Focke-Wulf 190 qui plonge et s'écrase au sol. Il devient alors le premier pilote noir de l'armée américaine à abattre un avion ennemi. Loin de la formation cependant, quand il tente de revenir auprès des bombardiers et leur escorte, on le confond avec un avion ennemi et il manque de se faire abattre par ses propres camarades. Après quelques échanges radio, ils finissent par comprendre et reviennent tous sains et saufs à la base, sauf 2 hommes. Les pilotes White et McCullin, de la 99e, se sont tués en se percutant durant les combats. Malgré cette triste nouvelle, le général Eisenhower, qui commande les forces alliées en Méditerranée, Karl Spaatz, qui dirige les forces aériennes américaines, et James Doolittle, le commandant des forces stratégiques en Méditerranée, félicitent tous personnellement Charles Hall pour ce premier exploit. Et ce n'est que le premier d'une longue liste pour les aviateurs de Tuskegee. Quelques jours plus tard, l'opération Husky est lancée. C'est l'invasion terrestre de la Sicile par les forces alliées. La 99e est chargée de couvrir les navires alliés en allant à la rencontre des avions allemands chargés d'attaquer les forces de débarquement. Les Focke-Wulf 190 décident de ne pas engager le combat avec les Américains, mais les canons anti-aériens allemands donnent du fil à retordre aux aviateurs de Tuskegee. Le 11 juillet, le lieutenant George Bolling est touché par un tir de flak et s'éjecte de son P-40. Flottant dans son radeau de sauvetage, son camarade William Campbell
va tourner au-dessus de lui et le couvrir jusqu'à ce qu'il soit secouru. L'invasion de la Sicile, déterminante pour le cours de la guerre, est une grande réussite pour les Alliés, et pour la 99e en particulier, qui se voit décorée de la Distinguished Unit Citation pour ses faits d'armes. Mais malgré la réputation grandissante de l'escadron un peu partout dans l'armée, y compris dans les hautes instances, certains hauts gradés et des personnes influentes à Washington sont bien décidés à mettre des bâtons dans les roues à ces jeunes hommes. Des rapports présentent les aviateurs de Tuskegee comme des peureux, des feignants, et mettent en avant le peu d'avions ennemis abattus. Évidemment, ces chiffres ne veulent rien dire puisque les principales missions de la 99e ont jusque-là consisté en de l'escorte et de l'attaque de cibles au sol. Cela explique donc le peu d'avions allemands accrochés au tableau de chasse de la 99e. Un des rapports, qui fuite auprès de la presse américaine, conseille même à l'armée d'annuler l'envoi au combat de plus de pilotes noirs et de les réaffecter plutôt à des tâches de logistique dans l'infanterie. Blessé au moral, Benjamin Davis Jr. est appelé à venir témoigner devant un comité militaire et va se battre pour ses hommes à Washington. Colonel, vous êtes au courant des accusations, telles que malaise et fatigue face à un contact même léger avec l'ennemi. Nous sommes continuellement au combat depuis des mois, sans jamais être remplacés, monsieur. Mes hommes sont éreintés. Les autres unités reçoivent 4 pilotes frais chaque mois. Mais il y a toujours un petit truc qui cloche avec l'administration ou dans les affectations. Combien de missions vos hommes ont-ils effectuées? La plupart en ont fait plus de 50, seuil au bout duquel tous les pilotes blancs repartent aux États-Unis. Et vos hommes continuent à voler? Personne ne sait quoi nous faire d'autre, monsieur. Retard fréquent au briefing, peu ou pas de discipline, du désordre, mais rien d'autre que de mauvaises excuses. Moi je dis que cette unité est une humiliation pour l'aviation, ainsi que pour le peuple américain et pour elle-même. Il serait bon de se rappeler, chers amis, que cette guerre n'est pas jouée le moins du monde, et que ce test dit expérimental est une gêne et une entrave à tous nos efforts. Ce que nous voulions, c'était une occasion de prouver ce qu'on sait faire, une occasion équitable et impartiale. On pensait que c'était acquis. Mais vous nous conviez à un poker en nous donnant un paquet de cartes truquées et vous demandez pourquoi on ne gagne pas. Jeune homme, nous n'avons pas du tout... Laissez-le finir, monsieur. Les aviateurs noirs appartenant à la 99e en ont bavé pour avoir le droit de piloter. Ces aviateurs noirs portent en eux non seulement le fardeau de leur rêve de devenir des pilotes de l'armée américaine, mais les espoirs de tout un peuple, également. Suis-je le seul dans cette assemblée à comprendre ce que cela représente? J'ai des parents qui m'ont inculqué que, au bout du compte, les Américains étaient souvent de braves gens, pourvus du sens inné de l'intégrité et du fair-play. Les cris de joie que j'ai entendus dans le pays quand Joe Louis et Jesse Owens ont humilié la race supérieure d'Hitler ne venaient pas que de la bouche de nègres fiers. Ils venaient de tout le monde. Comment faut-il interpréter cela? En tant qu'officier de l'armée des États-Unis qui, avec joie, met quotidiennement sa vie en jeu, il n'existe pas de plus grand conflit en moi. Quels sont mes sentiments pour mon pays? Et quels sentiments mon pays éprouve-t-il pour moi? Doit-on seulement être américain quand votre humeur vous y autorise? Une chance équitable et impartiale, c'est notre souhait. Rien d'autre. Ce que vous-même vous demanderiez. Finalement, la contre-enquête est diligentée sur ordre d'Eisenhower en personne, qui est du côté de la 99e. Alors que les résultats de cette nouvelle évaluation se font attendre, l'armée décide, pour le moment, de non seulement maintenir la 99e au front, mais aussi d'envoyer les 100e, 301e et 302e escadres de chasse, elles aussi composées d'Afro-Américains, pour les rejoindre en Italie. Ensemble, tous ces escadrons forment le 332e groupe de chasse. Alors que l'année 44 débute, la contre-enquête révèle finalement que la 99e est aussi performante que toutes les autres unités, y compris blanches, et ne sont ni pires ni meilleures, et c'est non seulement suffisant pour l'armée, mais une grande victoire pour les hommes de Tuskegee. Certains des pilotes de l'escadron, comme Robert Diaz, servent même d'égérie pour la propagande américaine, comme le montre cette célèbre affiche pour inciter le peuple américain à financer la guerre. L'année 1944 est déterminante pour le groupe de chasse entier.
Dès le début de l'année, les contacts avec la Luftwaffe se font rares, mais à chaque engagement, les Américains en ressortent vainqueurs. Les avions allemands montrent une certaine faiblesse au combat, le Troisième Reich perdant peu à peu ses meilleurs pilotes. L'objectif des Alliés est désormais de prendre la capitale italienne, Rome. Une nouvelle phrase fétiche est alors trouvée par les hommes de Tuskegee. Rome, Berlin, Home. Avec ces 3 mots, les pilotes montrent leurs objectifs. S'emparer de la capitale italienne, puis défaire l'Allemagne, et ensuite rentrer au pays. Évidemment, aucun de ces objectifs ne sera facile à accomplir. Pour commencer, Rome s'avère une cible compliquée à atteindre. Les forces allemandes, notamment aériennes, font tout pour ralentir, voire stopper l'avancée des Alliés en Italie. À chaque assaut terrestre américain et britannique, la Luftwaffe donne du fil à retordre aux troupes au sol, ce qui oblige l'aviation alliée à servir de soutien en interceptant la chasse allemande. Pour s'emparer de Rome, il faut débarquer les troupes. Et ce sont les plages d'Anzio, une petite ville à 50 km de la capitale italienne, qui vont accueillir un débarquement massif de 110 000 soldats. Anzio est un lieu stratégique. Conquérir cette partie de l'Italie permettrait de sécuriser une région clé qui ouvrirait en grand la route vers Rome. Et les Allemands le savent. Ils envoient des troupes en renfort, mais qui arrivent un peu tard. Le 22 janvier, les Alliés débarquent sur les plages d'Anzio et ne rencontrent que très peu de résistance. Mais leur progression plus loin dans les terres est vite stoppée par l'ennemi qui les encercle. Démarre alors une guerre de tranchées de plusieurs mois. Les Allemands, qui reçoivent des renforts constants, font tout ce qu'ils peuvent pour contenir l'armada britannique, américaine et canadienne. Pendant ce temps, dans les cieux, l'aviation allemande s'en prend non seulement aux troupes au sol, mais également aux navires en mer à proximité des côtes italiennes. Une des batailles les plus mémorables pour la 99e escadre de chasse se tient le 27 janvier 1944 à proximité des îles Pontines. Ce jour-là, alors que 16 P-40 des Tuskegee patrouillent dans la zone, ils repèrent 15 Focke-Wulf 190 attaquant les navires alliés. Ils engagent le combat et en ressortent vainqueurs. 8 avions allemands sont descendus, 2 de plus probablement, et 4 sont endommagés. Mais cette bataille se paie au prix fort pour la 99e, puisque l'un de leurs pilotes est tué durant le combat. Cet affrontement n'est que le début d'une série qui va encore une fois démontrer les capacités de combattants exceptionnelles des pilotes afro-américains. Pendant ce temps, au sol, la progression des troupes alliées est extrêmement lente. Le moral des Allemands est bon, le Troisième Reich faisant croire aux soldats que leurs bombardiers atteignent les États-Unis. Leur propagande met également en avant la lenteur des Américains à progresser sur le front italien, comme le montre cette affiche. Au final, il faudra attendre le 4 juin 1944, soit 4 mois, pour que les Alliés parcourent les 50 km qui séparent Anzio de Rome et libèrent la capitale. 2 jours après la libération de Rome, les Alliés débarquent en Normandie. Le front italien est relégué au second rang, mais les pilotes afro-américains continuent le combat. Leurs escadrons ont reçu, en plus de leurs P-40, des P-39 et des P-47. Et pour le 332e groupe de chasse, désormais stationné à Ramitelli, une mission décisive se prépare. Le 9 juin 1944, ils doivent escorter plusieurs groupes de bombardiers jusqu'à Munich. Mais au pied des Alpes italiennes, à mi-chemin de l'objectif, des avions ennemis apparaissent. Suivant l'ordre du colonel Davis, les Américains engagent le combat. Le 332e groupe de chasse enregistrera ce jour-là 5 avions ennemis abattus, une perte dans leur rang, mais plus que tout, aucun des bombardiers alliés ne sera abattu, et tous réussiront leur largage de bombes et rentreront à la base en un seul morceau. Suite à cette escorte, un des pilotes de bombardier enverra un message au 332e, leur disant que ce fut la meilleure escorte qu'il n'avait jamais eue. Le 24 juin cependant, tout ne finira pas aussi bien pour la 99e. Lors d'une mission d'attaque au sol, les avions se perdent dans le brouillard alors qu'ils volent à basse altitude. Plusieurs pilotes perdront la vie et cette mission sera un désastre pour le 332e groupe. Parmi les victimes de ce jour funeste, on peut évoquer Robert Tresville, 7e afro-américain à sortir de West Point, dont l'avion endommagé s'écrase dans la mer. Sa fille, née pendant qu'il était au front, ne le connaîtra jamais. Malgré la nature dramatique de cet événement, la guerre doit se poursuivre et le lendemain, le 332e est de retour dans les cieux d'Italie. Lors d'une autre mission de mitraillage de soldats ennemis, 3 groupes d'avions du 332e se retrouvent au nord de la mer Adriatique, mais ne trouvent pas les cibles qu'ils ont prévu d'attaquer. Tandis qu'un des groupes se rabat sur du mitraillage d'installations allemandes, les 2 autres partent à la recherche de cibles le long des côtes.
C'est alors qu'un des groupes aperçoit un destroyer estampillé d'une croix gammée sur sa cheminée. 2 P-47 fondent alors sur le navire et le mitraillent. Le destroyer fume, puis explose. À leur retour à la base, on a du mal à croire ce qu'il vient de se passer. Mais la caméra montée sur leurs avions prouve leur dire. Le 332e groupe a réussi à mettre hors de combat un destroyer allemand en utilisant uniquement leurs mitrailleuses. En plus de cet exploit, les autres groupes de chasseurs détruisent ce jour-là 2 stations radars ennemies et divers véhicules. Quelques jours plus tard, tous les escadrons de chasse afro-américains s'établissent sur la base de Rami-Tally pour la première fois depuis le début du conflit. Le 332e est complet et les pilotes reçoivent un tout nouvel avion. Fini les P-40, les P-39 et les P-47. Ils reçoivent le fleuron de l'aviation de chasse américaine, le P-51 Mustang. Alors que les nouveaux avions arrivent à Rami-Tally, certains membres du 332e se rendent dans un dépôt de ravitaillement de l'armée à Foggia. Ils tombent alors sur une réserve importante de pots de peinture d'un rouge vif. Ils les ramènent à la base et demandent aux peintres de recouvrir les empennages et les nez des P-51 de ce rouge distinctif. Le but est évidemment d'être reconnaissable par les bombardiers qu'ils escortent. Et c'est à partir de ce moment-là que le 332e se fait connaître sous le nom d'escadron des Red Tails. La vie parmi les Italiens diffère de la vie aux États-Unis. En Italie, les pilotes noirs sont traités de la même manière que n'importe quelle autre personne. Là où la société américaine qualifie les Afro-Américains en des termes racistes, les Italiens surnomment les Red Tails Caccia Pilota con Piccolo Capelli, ou en français, les pilotes de chasse aux cheveux courts. Les services de renseignement allemands, eux, préfèrent les appeler les Schwarzvögelmenschen, c'est-à-dire les hommes-oiseaux noirs. Ce surnom n'apparaîtra que plus tard dans la guerre et les pilotes allemands feront preuve de respect envers les Red Tails et craindront même de se mesurer à eux. Parmi les équipages de bombardiers, peu savent que ces avions à la queue rouge qui les protègent si efficacement sont pilotés par des noirs. Mais ceux qui sont au courant les appellent les Black Red Tails Angels ou les anges noirs à la queue rouge. Le 17 juillet, les voilà au-dessus de la France, à escorter 112 B-24, dont la mission est de bombarder des cibles stratégiques, dont 2 ponts et une gare de triage à Avignon. Un peu avant d'arriver au-dessus de la ville, 19 avions ennemis apparaissent et 3 d'entre eux essaient d'attaquer les B-24. Immédiatement, 3 chasseurs des Tuskegee les prennent en chasse et les abattent. Les B-24 atteignent Avignon, larguent leurs bombes, mais l'intensité des tirs des canons anti-aériens et le retour des chasseurs allemands ont raison de plusieurs d'entre eux. Plusieurs bombardiers sont abattus et l'un d'entre eux, sévèrement touché, rompt la formation pour tenter un atterrissage de fortune sur une base alliée en Corse. Maceo Harris, pilote des Red Tails, l'accompagne pour le protéger. Le bombardier réussit tant bien que mal à se poser sur le ventre, blessant légèrement le mitrailleur de queue, mais tout le monde est vivant à bord. Harris, qui se pose également sur la base, est chaleureusement remercié par les pilotes avec une bise sur les 2 joues, je cite, à la française. Les sorties s'intensifient et les combats contre l'aviation allemande sont quotidiens. Le tableau de chasse des Red Tails s'étoffe au prix de la vie de beaucoup de leurs pilotes. Et contrairement à la légende urbaine, plusieurs bombardiers sont abattus par les canons anti-aériens et les chasseurs allemands, malgré l'excellente protection des Red Tails. Certains pilotes de l'unité sont également capturés par l'ennemi et conduits dans des camps de prisonniers en Allemagne. Sur place, leur couleur de peau n'a aucune conséquence sur leur traitement. Les soldats allemands les traitent de la même façon que les prisonniers blancs, et ces derniers non plus ne montrent aucune animosité. En revanche, les services de renseignement allemands révèlent leur efficacité lors des interrogatoires. Les Allemands savent tout des aviateurs de Tuskegee, de la vie privée de chacun des pilotes, de leurs affectations, et en savent même plus sur l'unité que les pilotes eux-mêmes. La plupart des prisonniers des Red Tails survivront à leur séjour en camp de prisonniers et seront libérés par les Alliés en 1945. Les conditions aux États-Unis au même moment ne sont pas aussi plaisantes. Un nouveau groupe d'aviateurs afro-américains a été créé, le 477e groupe de bombardement. Pas encore déployé sur un théâtre d'opération, il s'établit sur diverses bases, à commencer par le terrain de Tuskegee. Les pilotes noirs y sont officiers, mais malgré les exploits de leurs collègues des Red Tails, ils restent sujets à la ségrégation, d'autant plus que le terrain se trouve en Alabama. Une directive de l'armée, la 210-10, autorisait la création de clubs pour les officiers, mais à la condition que tous les officiers, sans aucune distinction, puissent y être admis. Cette directive n'avait pas pour but d'inclure les Afro-Américains au sein des clubs blancs, en tout cas pas spécifiquement,
Mais les officiers du 477e pouvaient utiliser ce document pour faire valoir leurs droits. La cantine de la base était divisée en 2 parties. On trouvait au centre la cuisine, et de chaque côté une salle de restauration pour les noirs et une autre pour les blancs. Le 14 août 1944, des officiers noirs pénètrent dans la salle réservée aux blancs et demandent à être servis. Un officier blanc s'y oppose, mais on lui présente les documents de l'armée prouvant qu'ils ont bien le droit d'y accéder, et ce, peu importe leur couleur de peau. Le commandant de la base est de leur côté, et ils finissent par avoir accès à la salle. C'est une petite victoire pour eux, mais qu'ils vont payer assez cher. Les instructeurs de vol blancs sont outrés de devoir manger au même endroit qu'eux, et beaucoup d'entre eux demandent à être mutés. Cela pousse l'armée à accueillir des instructeurs de vol noirs pour pouvoir renflouer ce manque. Alors que des émeutes éclatent dans certaines villes des États-Unis, les commandants craignent que des conflits éclatent également au sein des bases où blancs et noirs cohabitent. Le 477e, qui attend toujours son déploiement opérationnel, va bouger de base en base, les hauts gradés espérant calmer les tensions. Pendant ce temps, sur la base de Ramitelli, le 10 septembre 1944, le brigadier général Benjamin Davis rend visite à son fils, le colonel Davis, pour une grande occasion. Ce jour-là, le brigadier général décore son fils et 3 autres officiers de la Distinguished Flying Cross pour la brillante escorte de bombardiers du 9 juin précédent. Durant les mois qui suivent, les Red Tails continuent leurs escortes, mais attaquent également des cibles au sol, comme des dépôts de munitions, de carburant, et même des terrains d'aviation allemands, que ce soit en Grèce, en Yougoslavie ou en Allemagne. Et le 9 décembre 1944, durant une mission d'escorte pour bombarder des dépôts de carburant à Brux, dans l'actuelle République tchèque, ils doivent survoler Regensburg, une ville fortement défendue par les Allemands, car c'est là que sont assemblés les chasseurs Messerschmitt. L'usine en question n'est pas la cible du jour, mais en passant au-dessus, les forces allemandes sont en alerte. Ce jour-là, et pour la première fois dans l'histoire des Red Tails, les pilotes aperçoivent au loin un avion si rapide que leurs balles ne l'atteignent pas. Un Messerschmitt Me-262, premier chasseur à réaction de l'histoire et arme désespérée des Allemands pour renverser le cours de la guerre, fend les airs dans leur direction. L'avion n'engage pas le combat et se contente de frôler l'escorte. Les P-51 tentent de l'abattre, mais aucune de leurs balles ne l'atteigne. En dehors de ça, la mission se déroule comme prévu, mais les Red Tails savent désormais à quel genre de résistance ils vont devoir faire face d'ici la fin de la guerre. Pendant les mois qui suivent, les bombardiers s'approchent de plus en plus de Berlin, la défense allemande est tenace, et il est clair que l'Allemagne envoie toutes les forces qu'il lui reste pour défendre son territoire. Les Red Tails essuient encore des pertes, mais leur réputation auprès des équipages de bombardiers n'est plus à faire. Les pilotes n'ont pas oublié leur cri de ralliement. Rome, Berlin, home. En mars 1945, Rome est conquise depuis 1 an, et désormais, les forces alliées convergent vers la capitale allemande. Une cible prioritaire dans la périphérie de Berlin requiert un bombardement massif. L'usine de chars Daimler-Benz. Habituellement, ce sont les bombardiers britanniques qui sont chargés de mener des raids sur la capitale allemande. Mais ce 24 mars 1945, ils appuient les forces alliées qui tentent de traverser le Rhin. Exceptionnellement, ce sont donc des B-17 américains basés en Italie qui reçoivent l'ordre de bombarder l'usine. Ce matin-là, ce sont pas moins de 169 bombardiers lourds qui décollent de différentes bases italiennes pour parcourir les 1500 km qui les séparent de leur objectif. Et parmi toutes les escadres de P-51 qui vont les escorter, se trouvent les Red Tails. En effet, au vu des importantes défenses autour de la capitale allemande et l'importance stratégique de l'attaque, il est décidé d'assigner en escorte beaucoup plus de chasseurs qu'à l'accoutumée. Les planificateurs de la mission estiment que les Allemands possèdent dans la zone environ 400 canons anti-aériens, une cinquantaine de chasseurs à réaction et approximativement 300 chasseurs conventionnels. Le plan de bataille est le suivant. Après avoir rejoint tous les groupes de bombardiers au point de rendez-vous préétabli, les 31e, 325e et 332e groupes de chasse, tous en P-51, vont escorter les B-17 jusqu'à leur cible. Après le largage des bombes, les Red Tails auront rempli leur contrat et rentreront à Ramitelli. Ils seront remplacés dans l'escorte des bombardiers par le 52e groupe de chasse, qui avec le 31e, 325e et le 82e en P-38, les ramèneront en Italie. Au petit matin, les bases américaines en Italie s'animent. Une cinquantaine de P-51 des Red Tails décollent de Ramitelli, chargés de carburant et munis de bidons additionnels sous les ailes. Vers midi,
Après avoir effectué le rendez-vous des chasseurs avec leurs bombardiers, les Américains aperçoivent une trentaine d'avions ennemis au loin. Quelques instants plus tard, c'est 4 chasseurs à réaction ME-262 qui fondent sur les bombardiers de tête. Les P-51 réagissent, engagent le combat et endommagent 2 d'entre eux. Les Allemands renouvellent leurs attaques avec des Focke-Wulf 190 en renfort. Les P-51 et les mitrailleurs des B-17 font feu sur les agresseurs. Avant l'arrivée sur la cible, 4 bombardiers sont quand même abattus par la chasse allemande et 3 par les canons antiaériens. De leur côté, les Américains abattent plusieurs avions ennemis dont 3 ME-262 touchés par les tirs des Red Tails. Les combats intenses durent plus d'une demi-heure jusqu'à ce que les bombardiers arrivent sur leur cible. Là, ils larguent 323 tonnes de bombes sur et autour de l'usine avec une précision qui varie selon les bombardiers. L'usine est détruite à 80% et il est temps pour les Red Tails de quitter l'escorte. Ils sont relevés par le 52e groupe de chasse et le reste du convoi fait route vers l'Italie. Même si le bombardement est un succès, le bilan est assez lourd pour les Américains puisqu'ils perdent 9 bombardiers et 5 P-51, dont un appartenant aux Red Tails. Certains des hommes à bord des avions touchés survivront, mais peu d'entre eux. Cette mission entre dans l'histoire comme l'un des plus longs raids de bombardement de tout le conflit en Europe. Les Red Tails se sont distingués une fois de plus en abattant plus de chasseurs à réaction que la plupart des autres escadres de chasse en une mission, et pour cela, le 332e recevra la Distinguished Unit Citation. Quelques jours plus tard, aux États-Unis, la tension monte encore d'un cran entre les officiers noirs de la 477e et les officiers blancs de la base de Freeman Field, en Indiana. Sur place, le commandant avait créé 2 clubs d'officiers. Le club 1 était officiellement réservé aux officiers cadets, qui étaient noirs, et le second pour tout le personnel de la base, qui était blanc. Évidemment, même si le but officiel était de séparer les cadets de leurs instructeurs, officieusement, le vrai objectif était de séparer les officiers noirs des officiers blancs. Et les cadets en avaient bien conscience puisqu'ils surnommaient le club 1 la case de l'oncle Tom. La directive de l'armée 210-10 était pourtant claire. Un club d'officiers doit être accessible à tout officier, et ce, quelle que soit sa couleur de peau. C'est pour faire valoir ce droit que le 5 avril 1945, 36 officiers noirs tentent de pénétrer dans le club des officiers numéro 2 par petites vagues. À chaque tentative, on leur refuse l'accès, au point où la tension monte. Les officiers noirs refusent d'obéir à l'ordre de l'officier qui leur barre la route, ce qui constitue déjà une insubordination, mais pire encore, une altercation physique éclate. Toute la nuit, d'autres cadets vont continuer à affluer vers le club, mais aucun d'entre eux ne parviendra à y pénétrer. Le lendemain, 6 avril, on décompte 61 officiers noirs arrêtés, officiellement pour avoir désobéi à un ordre direct en plus de la violence physique. 58 d'entre eux sont relâchés 3 jours plus tard, les 3 officiers restants étant ceux qui ont fait preuve de violence physique envers leur officier supérieur. Le commandant de la base, Robert Selway, propose alors une nouvelle directive, la 85-2, qui officialise que le club 2 est interdit aux officiers cadets. Sur les 422 officiers noirs de la 477e, 101 refusent de signer la directive et sont arrêtés. Pendant les 2 jours qui suivent, alors qu'ils sont aux arrêts, on leur propose encore et encore de signer, et ils refusent obstinément. C'en est trop, ils sont envoyés à l'isolement. La presse se mêle de l'affaire et très vite, des pressions se font sentir sur l'armée. Le 20 avril, le département de la guerre relâche les 101 prisonniers qui reprennent leur poste sans préjudice supplémentaire. En revanche, sur les 3 officiers qui avaient agressé physiquement leur supérieur le 5 avril, 2 sont acquittés et le dernier, Roger Terry, reçoit une amende de $150. Il est également dégradé et reçoit le déshonneur de son unité, une tradition humiliante. Le 477e groupe de bombardement sera par la suite transféré à Godman Field et ne sera jamais envoyé au combat. Au printemps 1945, la fin de la guerre se fait sentir. Les avions allemands se font de plus en plus rares et les Red Tails continuent à la fois les escortes de bombardiers et le mitraillage de cibles au sol. Le 15 avril, le colonel Davis prend place à bord d'un P-51 pour mener ses hommes sur une mission d'attaque au sol. Pour sa 60e mission, l'objectif est de détruire plusieurs cibles ferroviaires en Autriche. Malgré les nuages bas et le brouillard, il mène ses hommes droit sur la zone à attaquer, et le groupe se sépare en 3 escadres de 12 P-51. Les uns après les autres, Davis en tête, il mitraille les locomotives, les wagons de transport et d'autres cibles militaires. Les Red Tails détruisent 35 locomotives, 8 wagons de carburant,
44 wagons divers, quelques véhicules et 2 bâtiments. Le colonel Davis, à lui seul, détruit et endommage 6 locomotives. Malgré les tirs nourris de l'ennemi, les pilotes attaquent la zone pendant plus d'1 heure, détruisant tout ce qui se présente, et ne décident de rentrer qu'une fois qu'il n'y a plus de cible à attaquer. Sur le chemin du retour, ils croisent un chasseur allemand solitaire, et se paient même le luxe de le détruire. Pour cette mission réussie du début à la fin, et le courage et le professionnalisme du colonel Davis, il se verra décerner la Silver Star. Le 26 avril 1945, lors d'une mission d'escorte d'un P-38 de reconnaissance au-dessus de Prague, les Red Tails abattent leurs derniers avions ennemis, 4 Bf-109. Le 7 mai, l'armistice est signé, l'Allemagne se rend, et pour vérifier que l'ennemi a bien déposé les armes, les Red Tails survolent le col du Brenner, où les combats faisaient encore rage quelques jours plus tôt. Les Allemands n'attaquent pas les Red Tails, l'armistice est respecté, et pour les aviateurs de Tuskegee, après Rome et Berlin, il ne reste que la dernière étape, la maison. Les Red Tails reviennent au pays après plus de 1500 missions au combat, 112 avions ennemis abattus, dont 3 jets, 150 avions au sol, et près de 1000 véhicules et bâtiments divers détruits. 96 Distinguished Flying Cross sont remises à leurs pilotes, 3 Distinguished Unit Citations pour les unités, 8 Purple Heart, des centaines de décorations diverses, et bien sûr la Silver Star du colonel Davis. Dans les combats, 68 pilotes auront perdu la vie, et 32 seront capturés par l'ennemi. Mais la réputation des Red Tails comme une unité professionnelle, efficace et redoutable n'est plus à faire, que ce soit pour les pilotes de bombardiers qu'ils ont escortés, ou les pilotes allemands qu'ils ont affrontés. En revanche, au retour au pays, la société américaine n'a pas tellement changé. Même s'ils ont perdu beaucoup d'hommes pour éradiquer le nazisme, la ségrégation n'a pas vacillé dans le pays. Malgré les épreuves traversées par les aviateurs de Tuskegee et les services qu'ils ont rendus à leur patrie, le traitement des Afro-Américains, particulièrement dans les États du Sud, reste empli de racisme et de violence. Les efforts des Red Tails paieront tout de même au sein de l'armée, puisqu'en 1948, le président Truman rédigera l'Executive Order 9981, qui supprimera pour de bon toute ségrégation dans l'armée. Aujourd'hui, l'escadron des Red Tails n'est plus. Désactivé rapidement après la fin de la guerre, les terrains d'aviation qui ont accueilli la formation de ces pilotes d'exception ne sont plus que des terrains où la nature a repris ses droits. Le 332e est désormais un escadron pour les hommes et les femmes de toutes origines et sans distinction, et a notamment été déployé en Irak. Il ne reste plus énormément de pilotes de l'époque encore en vie, mais au travers du cinéma, de la télévision et de l'internet, la mémoire des Red Tails et leur héroïsme perdure. En 2007, le président Bush remet aux 300 pilotes survivants des Red Tails la médaille d'or du Congrès. The only reason I'm able to stand proudly before you today is you stood proudly for America 60 years ago. The question is begged, why? Why would we do this for all of these years? Why would we serve a nation that would not serve us? Military service, laying down your life for your country, was about the only way in which, for so many years, blacks could demonstrate that they were equal to any white citizen. Quant au colonel Davis, il continue, comme son père, à gravir les échelons dans l'armée après la guerre. Pilote de F-86 Sabre pendant la guerre de Corée, en 1954, il est promu brigadier général puis major général en 1959. Lieutenant général en 1965 et finalement général 4 étoiles en 1998, il devient ainsi le premier Afro-Américain à hériter d'un tel grade. Il nous quitte en 2002, à l'âge de 89 ans. D'autres vétérans des Red Tails auront une belle carrière. On peut citer Louis Purnell, décoré de la Distinguished Flying Cross durant la guerre, qui deviendra conservateur au National Air and Space Museum de Washington dans les années 60, 70 et 80. Les pilotes afro-américains de Tuskegee, vus comme des moins que rien, ont accompli plus que tout au mépris des obstacles que l'on a pu dresser devant eux. À travers les combats menés sur le sol américain pour leurs droits, jusqu'au combat pour libérer l'Europe du nazisme, leur guerre ne ressemblait à aucune autre. Ils ont payé le prix fort pour obtenir la dignité qui leur était due au nom de leurs concitoyens, une liberté et un traitement respectueux qu'ils n'obtiendront que bien après la guerre et qui, aujourd'hui, 80 ans plus tard, n'est pas encore totalement acquise. Les Allemands les surnommaient les hommes oiseaux noirs, les Italiens les pilotes de chasse aux cheveux courts, et les soldats américains les Red Tails. Mais plus important encore, aucun de ces surnoms ne comportait le mot qui leur faisait le plus de mal,
Un mot en haine qui les avait exclus du reste de la société pendant des décennies. Un mot qui à l'époque était commun et qui aujourd'hui n'est plus admis. Tout comme Martin Luther King, Malcolm X étant de courageux Afro-Américains, leurs nombreux sacrifices ont permis d'effacer ce mot et ce qu'il représente pour notre société. En cela, les Red Tails ont inscrit leurs exploits dans les livres d'histoire.